c'est là où les ONG que vous citez, Oxfam, Reclaim Finance, sont utiles, parce qu'elles font ce travail, et elles montrent justement que les grands assureurs, que les grandes banques continuent à prêter au secteur polluant. Et dans des proportions inimaginables. Reclaim Finance a montré que depuis l'accord de Paris, ces financements sont très importants, on parle de dizaines de milliers de milliards, et en tendance, ils ont augmenté. Donc, c'est pas qu'ils sont... C'est même pas que c'est stable. Voilà, c'est même pas que c'est stable, ça a augmenté. Hein, voilà. Donc, ça c'est proprement terrifiant, en fait. Parce que quand une banque finance, faut que les gens comprennent, quand les gens financent un équipement, une centrale thermique à charbon, par exemple, puisque même les banques françaises peuvent le faire, elles ont pris des engagements uniquement sur le charbon, mais à partir de 2040. Hein. Donc là, au moment où on se parle, vous et moi, il y a 300 centrales thermiques à charbon qui vont être mises en œuvre, essentiellement en Asie, dans les 5 prochaines années. Ces équipements, c'est des centrales thermiques performantes, jeunes, elles sont destinées à tourner pendant 30, 40, 50 ans. Donc, quand je mets 1 euro aujourd'hui dans ces équipements-là, j'envoie des gaz à effet de serre pendant les 30 à 50 prochaines années dans l'atmosphère. C'est là qu'on comprend la responsabilité des banques. Voilà, alors qu'on nous dit on a un budget carbone, on en a pour 10 ans. Et après, il faut être au net zéro. Donc là, il y a une contradiction majeure, il y a une orthogonalité majeure qu'on a absolument raison de dénoncer avec toute la puissance possible, parce que c'est dramatique. Alors, vous le dites, effectivement, les banques semblent ne pas avoir pris du tout la mesure de l'urgence, en fait, et de la nécessité de changer complètement les modes de financement. Mais ce qu'on comprend, en tout cas, moi, ce que j'ai compris en lisant votre livre, c'est que c'est un petit peu dans l'ADN des marchés financiers de fonctionner de cette façon, parce que les marchés financiers sont guidés par une logique de rentabilité. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cet aspect-là ? Ben oui, je pense que c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire, puisqu'on parlait des banques, mais on peut parler des autres investisseurs, les banquiers ne sont pas plus bêtes que les autres, ils ont parfaitement compris le risque climatique, en tout cas pour une partie, mais s'ils continuent, c'est parce que c'est la logique des affaires, ok ? Vous êtes une banque, aujourd'hui vous dites, alors pétrole non, alors, pas 2040, aujourd'hui, pétrole non, gaz non, charbon non, vous vous coupez d'une bonne partie du business. Donc, vous avez un désavantage, vous êtes désavantagé par rapport à vos concurrents qui, eux, vont continuer à financer ces secteurs qui sont parfaitement rentables pour les banques. Donc là, on a un vrai problème. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Et ce problème, c'est celui qu'on retrouve, c'est le problème structurel qui fait que la finance verte est un oxymore. C'est-à-dire que la finance, c'est quand même un univers dans lequel on vend de la performance financière, hein. Vous êtes un particulier ou même vous êtes un fonds de pension, vous allez voir un gestionnaire d'actifs ou votre banquier, et il vous met en avant des fonds avec leurs performances, qui rapportent, etc. C'est ça le produit qui est acheté par le consommateur, c'est de la performance financière. Ils n'achètent pas un avenir riant, ils n'achètent pas de l'égalité homme-femme. C'est ça que vous dites, c'est que c'est un gain monétaire qu'ils recherchent et pas un gain de bien-être, pas un gain d'autre chose. C'est ça. Et c'est facile à comprendre parce que d'abord, c'est ce que fait la finance depuis toujours. Et ça n'a pas changé. C'est difficile à changer parce que si vous me dites, OK, on change. Ah, OK. Mais qu'est-ce qu'on prend comme critère à ce moment-là ? C'est quoi le critère ? En fait, ça bouleverse le concept même de marché. Il faut trouver des critères. C'est quoi le critère alternatif ? Parce que quand on est dans une logique d'atténuation, ça veut dire qu'il faut modifier son processus de production. C'est un coût, en fait. OK ? Si aujourd'hui, vous êtes une entreprise et puis vous balancez vos produits chimiques dans la rivière, si je vous demande d'arrêter ça coûte énormément d'argent. C'est pour ça que c'est fait. Si c'est fait, c'est pas que les gens sont mauvais ou aiment polluer. C'est parce que ça a un coût de ne pas le faire. Hein ? C'est ce qu'on appelle une externalité négative en économie. Tout est comme ça. Et les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est une externalité négative. Personne n'est là pour faire la police, l'atmosphère est ouverte à tous et on balance les gaz à effet de serre. Mais si vous voulez produire plus proprement, ça a un coût. Ça, il y a un consensus là-dessus. Ce n'est pas un propos d'ultra-gauchiste. Nous, avec Alain, ce qu'on pense, c'est que ça ne suffit pas. D'abord, il faut regarder le tout. Donc, le petit coup de projecteur sur la finance dite verte, ça ne suffit pas. Comme le disait le ministre, c'est toute la finance qui est verte ou qui ne l'est pas. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il ne s'agit pas d'amener ses billes au bon endroit. Il faut quand même on est en finance, là. Il faut demander à quel prix
Est-ce que la finance fait sa part? C'est pour ça que je parle souvent de l'obligation verte. Dans le bouquin, j'en parle. Parce qu'une fois qu'on a dit... Parce qu'il y a des gens qui nous disent, oui, mais la finance est verte parce qu'elle prête... elle finance le photovoltaïque ou l'éolien. Oui, mais à quelles conditions? Parce qu'en fait, c'est l'État. L'État, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a évalué le niveau des subventions aux énergies renouvelables intermittentes à 120 milliards, c'est plutôt 150 milliards. Donnez-moi 150 milliards, hein, et je vais je vais rendre pas mal d'actifs rentables. Oui, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que c'est l'État qui est prié de financer les marchés financiers pour qu'ils deviennent un peu verts. Voilà, c'est pas de financer les marchés financiers, mais c'est de contribuer à rendre ce qu'on appelle l'actif investissable. Alors, soit en baisse. Pourquoi c'est pas juste de dire que l'État finance d'une certaine manière les marchés financiers? Ça peut être du financement, mais pas forcément. Ça peut être des garanties, ça peut être c'est pas forcément. C'est quoi une intervention publique très forte? En tout cas, cet actif qui structurellement, comme nous dit le Bill Gates, et il part mal parce qu'il est plus cher. Bien les financiers attendent, les bras croisés, que l'État aligne les milliards pour que l'actif soit donc devenu investissable. Et à ce moment-là, vous avez tous les financiers qui déboulent, il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. Ce que vous dites, c'est qu'en fait... Mais pour nous, là, alors on est au bon endroit, dans les bons cas, hein, parce qu'on finance vraiment des actifs verts cette fois-ci, et pas des centrales thermiques à charbon. Donc, on a la première condition qui est satisfaite, effectivement, le sous-jacent est bien vert. Mais on n'a pas la deuxième condition, qui est que la finance fait sa part. La finance ne fait pas sa part, elle fait juste son métier, en fait. Justement, maîtriser les dépenses, maîtriser la dette publique, est-ce que c'est pas plus pour plaire aux marchés financiers, du coup? Non, pas du tout, parce que alors, déjà, la première des choses, c'est qu'il faut bien rappeler qu'il n'y a pas de lien entre la dépense publique et la dette publique. Vraiment, c'est important de le dire, ça. C'est-à-dire que les États-Unis ont une dette publique largement au-dessus de la nôtre, avec une dépense publique à 38%. L'Espagne a une dette plus élevée que la nôtre, avec une dépense publique plus faible. Et le Japon a une dépense publique extrêmement faible et une dette à 200% du PIB, plus de 200%. Donc, il n'y a pas de rapport entre la dépense publique et la dette publique. La deuxième chose, c'est que si vous faites des coupes trop fortes dans la dépense publique, vous avez un effet sur le PIB. C'est ce qu'on appelle les effets multiplicateurs en économie. Et c'est ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce, j'aime bien rappeler ce chiffre qui est très important, c'est qu'on a baissé de 20% la dépense publique, en volume, 20%. C'est ce que réclament des think tanks du patronat, comme l'Institut de l'entreprise aujourd'hui pour la France. Eh bien, le PIB a perdu 25%. Donc, quand vous avez une dette publique en pourcentage de PIB et que vous avez le PIB qui descend plus vite que la dépense publique, vous avez un pourcentage de dépenses publiques en PIB qui augmente. Et donc, on a fait des coupes drastiques qui se sont ressenties chez les gens, dans l'hôpital, dans les retraites, etc., et qui n'ont eu aucun impact sur le montant de la dépense publique en pourcentage de PIB, ni sur la dette. Elles ont toutes les deux augmenté. Donc, il faut faire très attention avec les coupes dans la dépense publique parce qu'in fine, vous êtes toujours quelqu'un qui le ressent. Et puis, il y a un impact souvent macroéconomique assez élevé sur le PIB. Justement, c'est important de rappeler cette différence entre dépenses publiques et dette parce que ça peut très vite faire des amalgames. Est-ce que, justement, il y a cette question, est-ce qu'on s'endette pour financer nos dépenses courantes comme on l'entend très souvent? Non, ça c'est faux aussi. Les gens ont l'impression qu'on s'endette pour financer nos dépenses courantes. Mais c'est faux. Alors, en période de crise, c'est possible, mais c'est normal. Vous êtes en période de crise, vous avez une chute du PIB, vous complétez comment? Par de la dépense publique. C'est normal. Enfin, le PIB, c'est quoi? C'est de la consommation, de l'investissement, de la dépense publique, des exportations, des importations et puis des stocks. Voilà. Si la consommation va mal avec l'inflation, vous ne pouvez plus compter sur elle, alors que c'est le moteur principal. Si l'investissement privé va mal à cause de ce qui se passe aujourd'hui, de la conjoncture, on va dire, sociale, mais aussi de ce qui se passe sur les marchés financiers, il faut bien soutenir l'activité. Et là, c'est la dépense publique qui le soutient. Donc, dans des périodes de crise, effectivement, la dépense publique peut soutenir l'activité et les dépenses courantes. Mais quand on regarde après, depuis 1980, que l'on retire en fait l'investissement public du calcul des déficits, on se rend compte qu'on est en excédent. Ce qui veut dire en fait que toutes nos dettes, les fois où on s'est endetté, c'est pour faire de l'investissement public et pas des dépenses courantes, hormis les périodes de crise. Donc la dette publique finance de l'investissement. Et à partir du moment où elle finance de l'investissement, en général, il y a des retours sur investissement, etc. La dette publique, elle a augmenté en même temps que notre patrimoine public, a diminué, les entreprises et bâtiments publics. Pourquoi cette situation-là, elle est dangereuse? En fait, vous savez, en comptabilité nationale, vous avez un passif et un actif. Le passif, c'est la dette. En face, vous mettez l'actif. L'actif, c'est le patrimoine public, c'est-à-dire les bâtiments des administrations, les infrastructures des administrations publiques, etc.
Quand on dit souvent, oui, on va laisser à nos enfants 3 000 milliards de dettes, en fait, il faudrait faire la différence entre le patrimoine et la dette. Et en général, on laisse, avant le Covid encore, peut-être moins maintenant, mais avant le Covid, on laissait un patrimoine net, c'est-à-dire qu'on laissait un actif, un positif. Le patrimoine public couvrait la dette publique. Vous voyez, il y a des petits pays africains, des petites économies qui vont avoir une dette de quelques milliards et qui vont être en banqueroute. Pourquoi ils sont en faillite? Parce qu'ils n'ont pas de patrimoine public. Et souvent, ces pays-là doivent gager leurs dettes sur la production pétrolière ou de matières premières. Nous, ce qui fait que notre dette est soutenable, c'est que nous avons un actif qui est très fort. Le problème, c'est que cet actif est bradé. Il est bradé par les politiques qui ont été au pouvoir ces dernières années. Par exemple, depuis 2015, il y a eu plus de 2500 bâtiments publics qui ont été vendus. 2500 bâtiments publics. Depuis les années 70, vous avez 79 entreprises qui ont été totalement vendues ou partiellement vendues, privatisées. Les entreprises publiques, c'est des grosses entreprises, ce n'est pas des petites PME. Donc on brade notre patrimoine public et on fait en sorte que notre actif diminue, alors que notre dette augmente, ce qui met en difficulté la soutenabilité de notre dette. Beaucoup d'études économiques montrent que quand on a un fort patrimoine public, on peut avoir un niveau de dette plus élevé parce qu'elle est soutenable, parce que vous avez cet actif. Si nous bradons d'un côté le patrimoine public et de l'autre côté notre dette augmente, nous amenons les Français dans une situation qui est beaucoup plus dangereuse. Et la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi continuons-nous à vouloir brader notre patrimoine public, parce que là, 2500 bâtiments depuis 2015, c'est assez récent. Pourquoi on continue à le faire, si ce n'est pour servir des intérêts privés et mettre la majorité des Français, potentiellement, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, en danger dans un avenir à moyen terme. À vous lire, on peut distinguer 4 modes d'organisation du pouvoir et de la société en Occident, qui seraient le public, le privé, le tribal et le commun. Qu'est-ce qui les distingue, sachant que donc vous insistez sur la possibilité de faire ressurgir ou surgir cette dernière dimension un peu mise de côté? Alors le privé, on voit bien ce que c'est, hein, c'est l'appropriation pour soi-même. Et la formalisation de ça, c'est la propriété privée, dans le droit romain, reprise par les théologiens glossateurs grégoriens, et puis réactivée par le Code civil, par exemple. Le public, c'est l'idée que vous pouvez édicter des règles qui s'imposent, qui sont universelles, qui s'imposent à tous et qui s'imposent sans délibération, c'est-à-dire dont le sens est supposé être à fleur de texte. Voilà, tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi. Et si vous êtes verbalisé dans la rue parce que vous avez brûlé un feu rouge, bon, vous n'allez pas commencer à interpréter la couleur du feu rouge avec l'agent de police qui vous verbalise. Donc vous êtes supposé, on fait l'hypothèse qu'il y a une unanimité sur le sens obvi délivré par la loi. Ça, c'est le public. Et puis le tribal, c'est encore autre chose. C'est, disons, la constitution du politique à partir de ce que Carl Schmitt a appelé, si vous voulez, la dualité ami-ennemi. Alors, si vous dites que ce qui est fondateur du politique, c'est l'opposition ami-ennemi, les amis sont ceux qui sont dans votre tribu, les ennemis sont ceux qui n'en sont pas, et face à qui vous vous sentez autorisé à user de la violence, alors là, vous êtes dans le tribal. Et moi, je crois très profondément que la résurgence des extrêmes droites en Occident, que ce soit aux États-Unis avec Trump, ou en Italie avec Giorgia Meloni, en France, en Allemagne, en Suède maintenant, c'est pas tellement, disons, une résurrection du fascisme, puisque la Suède n'a aucune tradition fasciste, mais c'est une espèce de réaction tribale de la tribu des Blancs. Vous voyez, une espèce de réaction de peur face au danger écologique, à la raréfaction des ressources. Bon. Donc c'est une retribalisation de l'espace démocratique de discussion. Et puis le commun, c'est le 4e schème, disons, c'est le plus intéressant. C'est à la fois le plus ancien et le plus moderne. Le plus ancien parce que si vous allez vivre en brousse en Afrique subsaharienne, comme je l'ai fait, vous verrez que dans un village de brousse, par exemple au sud du Tchad, la propriété privée, ça n'a aucun sens. Dire, personne ne s'estime le propriétaire privé de quoi que ce soit. La terre est partagée en commun et on peut attribuer un lopin de terre à quelqu'un qui en a besoin dans une délibération à l'intérieur du village avec le chef de terre, le chef du village, etc. Et donc, au fond, c'est ce qu'il y a de plus ancien, le rapport au monde comme commun. C'est aussi ce qu'il y a de plus moderne parce que ce qui s'invente aujourd'hui sur Internet, c'est essentiellement des nouveaux communs, des communs digitaux. Wikipédia est l'exemple le plus connu de ça, mais tout le mouvement des logiciels libres va dans cette direction, le peer-to-peer, le copyleft, etc. Les communs, c'est quoi? C'est l'idée qu'une communauté décide de prendre soin d'une ressource, qu'il s'agisse d'une ressource matérielle, des poissons dans un projet de pisciculture, d'une ressource immatérielle, le savoir partagé dans Wikipédia, mais elle décide d'en prendre soin avec des règles qui sont telles que ces règles incluent elles-mêmes dans leur propre écriture la possibilité d'interprétation contradictoire. Donc le pluralisme herméneutique, on pourrait dire, pour être un tout petit peu savant, et la possibilité d'un conflit d'interprétation qui fait partie de l'histoire de la réception de ce texte. Alors, typiquement, la loi,
n'est pas écrite comme un commun. Mais ce que je suis dire, c'est que depuis même le droit si elle est canon, interprétée. voilà, en réalité, elle est toujours interprétée. Donc il y a une ventriloquie du commun derrière la fiction du public, vous voyez, en permanence. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que moi je peux avoir là, depuis, je dirais, une dizaine d'années, que les communs sont devenus une sorte de panacée théorique de la gauche, traumatisée par l'échec du communisme réel, mais qui a du mal à être implémenté, même si ça fonctionne bien intellectuellement? Alors, oui et non, c'est-à-dire, de facto, il y a plein d'initiatives sur le terrain qui vont dans le sens des communs. Quelques exemples, la floraison des monnaies locales, c'est une manière de se réapproprier la monnaie comme commun, aussi bien en Europe, où l'euro a été privatisé, qu'au Brésil, etc. Ça, c'est, oui, et donc, ça, c'est une initiative parmi beaucoup, beaucoup d'autres, et qui marche très bien. Prenez l'exemple du Sardex en Sardaigne. Le volume des transactions du Sardex aujourd'hui, chaque année, c'est l'équivalent d'1 milliard d'euros. Donc, c'est pas une petite affaire. Et il y a des Italiens qui sont en train d'essayer de créer un marché d'échanges internationaux, ou en tout cas national, mais disons sur plusieurs régions, interrégionales, entre la Sardaigne et Naples. Vous voyez, de sorte que le Sarde qui se déplacerait à Naples pourrait échanger son Sardex contre une monnaie locale napolitaine. Ça, c'est un exemple, parmi beaucoup d'autres. Et puis, toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui, à droite comme à gauche d'ailleurs, sur la réforme de la gouvernance des entreprises. Je pense par exemple au très beau livre de Daniel Hurstel, qui avait contribué à l'un de mes bouquins à moi, 20 propositions pour réformer le capitalisme, sur la réforme de la gouvernance de l'entreprise, ou au très beau livre de Cécile Renoir, par exemple, sur l'entreprise comme commun. Tout ça, ça vise à faire quoi? Ça vise à revaloriser le fait qu'une entreprise, c'est pas juste des capitaux privés détenus par les actionnaires, c'est un commun. En fait, un commun partagé entre toutes les parties prenantes de l'entreprise qui contribuent au projet d'utilité sociale de l'entreprise, en principe en tout cas. Voilà. Les communs sans État pour les protéger, soit se tribalisent, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Liban par exemple, l'État s'est effondré, il n'existe plus, et on a une retribalisation extrêmement violente de la société libanaise, ou bien dans d'autres pays comme le Mali, la Mauritanie, le Burkina dans une certaine mesure, ou bien il est privatisé. Il est reprivatisé. Alors, exemple, la myriade de coopératives de production décentralisée d'énergie renouvelable en Allemagne, qui avait fait florès à partir de 2010, a été entièrement reprivatisée par des groupes industriels. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le même projet de société. Autre exemple, Airbnb. Airbnb, c'était une très belle initiative. C'était faire de mon lieu d'habitation un commun. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est du business. Et Barcelone, à juste titre d'ailleurs, a interdit Airbnb dans Barcelone. Parce qu'Airbnb finit par détruire le lien social à l'intérieur des centres-villes. Parce que vous n'avez plus que des touristes qui ne se connaissent pas, qui ne partagent rien, qui viennent passer 3 jours et qui repartent. Tandis que les habitants de la ville, eux, sont dans la périphérie puisqu'ils laissent leurs beaux appartements pour faire de l'argent avec Airbnb. Alors vous en passez justement parce qu'il y a un article un peu fondateur de la fin des années 60 qui s'appelle « La tragédie des biens communs » qui donne l'idée qu'en fait, au final, les égoïsmes finiront par reprendre le dessus quoi qu'il arrive. Alors c'est d'un opposant au commun. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on pourrait éviter ces tragédies des biens communs? Vous passez par exemple des Vélib parisiens, par exemple. Est-ce que c'est pas une croyance en une certaine bonté christique de l'homme qui vous fait penser ça? Non, enfin, donc, de toute façon, mon livre est animé par une anthropologie chrétienne, fondamentalement optimiste sur l'humanité, on pourrait dire ça, très rapidement. Mais non, c'est-à-dire, en fait, l'article de Hardin est un contresens total. Et aujourd'hui, donc Gareth Hardin, qui est le biologiste qui avait signé cet article en 1968. Et aujourd'hui, c'est assez clair pour tout le monde. C'est-à-dire, l'argument de Hardin, c'est si quelque chose est une propriété commune, personne n'en prend soin et donc elle est détruite ou elle est surexploitée, par exemple. Tandis que si c'est une propriété privée, alors le propriétaire a tout intérêt à en prendre soin. Mon expérience lorsque j'étais à l'Agence française de développement, comme chef économiste, c'est exactement le contraire. Par exemple, l'eau, pour prendre soin de l'eau, il n'y a rien de mieux que de charger une communauté, en particulier une communauté de femmes, de prendre soin de l'eau. Et l'exemple paradigmatique de ça, c'est ce qui s'est passé à La Paz en Bolivie, été 2016. La Paz, qui est la capitale, 4000 mètres d'altitude. Les bourgeois de centre-ville de La Paz n'ont plus d'eau au robinet, ce qui est extrêmement difficile. On peut vivre quelques jours sans électricité, on va peut-être en faire l'expérience cet hiver en France, mais on ne peut pas vivre sans eau. Et les pauvres des favelas, les ménages modestes des favelas autour de la périphérie de La Paz, qui ont organisé la gestion de l'eau sous forme de petites communautés qui prennent l'eau comme un commun, eux, on continue à avoir de l'eau tout l'été. Et l'AFD a favorisé, promu énormément d'initiatives de cette nature, en faisant l'expérience que ça marche beaucoup mieux que la privatisation de l'eau, qui est terrible, et que la transformation de l'eau en bien public, parce que l'État est un assez mauvais gestionnaire de l'eau.